Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Copyright L'Harmattan 2015. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.harmattan.fr diffusion.harmattan@wanadoo.fr harmattan@wanadoo.fr EANIPUB 978 2 336 74 068 3. Dédicace. À Nico, mon mari amoureux, qui m'a soutenu dans tous mes tourments. À Amalia, à Laurine, mes filles chéries que j'adore. Avertissement au lecteur. Avertissement au lecteur. Certains prénoms et noms qui apparaissent dans ce témoignage ont été modifiés afin de préserver l'anonymat des protagonistes. Chapitre 1. Je viens de vomir pour la 3e fois de la matinée. L'horrible goût de mes sucs gastriques envahit ma bouche comme les relents de mes remords. Le contenu du paquet de bonbons que j'avais avalé en entier, sans pouvoir m'arrêter, gît maintenant dans la cuvette des WC, témoin insupportable de mes tourments. Je n'arrive plus à me contrôler. Je me jette sur la nourriture, telle une naufragée sur une bouée, pour la rejeter l'instant suivant. Je me sens alors coupable jusqu'au fond de mes entrailles, et décide de jeûner pendant plusieurs jours. Je suis assise à la table familiale. C'est l'anniversaire de mon neveu. J'essaie maladroitement de faire bonne figure, mais le repas qui se profile m'angoisse. Je me prépare mentalement avec application. À l'apéritif, je commence par boire un grand verre de coca, puis goûte à toutes les mises en bouche en faisant en sorte de noyer cette nourriture dans mon estomac. Une pause cigarette s'organise. De nombreux invités sortent, et je voudrais en profiter pour aller aux toilettes. Malheureusement, ce n'est pas possible. Certains restent à table mais le faible bruit ambiant m'empêche de réaliser ce que j'ai à faire sans alerter tout le monde. J'attends. Les convives reviennent, heureux d'un petit moment de détente. Il y a maintenant beaucoup plus de brouhaha. Les enfants s'ébattent dans la salle de jeu. Chacun poursuit sa discussion. Je donne le change une fois de plus. Personne ne remarque mon mal-être. L'esprit ailleurs, je reste concentré sur mon stratagème. Comment éjecter toute cette nourriture le plus discrètement possible? Je demeure une bonne comédienne. Au lycée, personne ne se doutait un seul instant des atrocités que je vivais chez moi. J'étais la bonne copine. Celle qui aimait vivre, rigoler et s'amuser. Une jeune fille pétillante, bâtie comme un garçon, à l'allure plus garde du corps que belle midinette. L'important était de ne pas penser à la maison, et surtout que personne ne se doute de quoi que ce soit. Je continue à boire très régulièrement. L'entrée arrive, un feuilleté au fromage sur un lit de salade. Je regarde mon assiette avec à la fois envie et dégoût. Je vais, comme d'habitude, faire semblant de savourer ce mets en prenant soin d'ingurgiter plusieurs verres d'eau à chaque fourcheté, afin de l'immerger complètement dans mon estomac. J'imagine cette nourriture flotter pour atterrir finalement au fond de cette cuvette. J'ai l'impression que tous les regards convergent vers moi. Mais en fait, je m'aperçois que personne ne remarque mon manège. Je peux donc poursuivre. Tout le monde est occupé à se délecter du repas. Les assiettes se vident rapidement. Le couscous arrive de la cuisine. Je suis déjà gavée. Je sens qu'il faut que je me débarrasse de ce poids, alors que le fromage apparaît. Je m'éclipse enfin. Les enfants continuent à jouer dans la salle à côté. La télévision éructe, les rires s'entremêlent aux discussions, c'est le bon moment. Le plus important, rapidité et discrétion. Je m'emploie méticuleusement à ce qu'aucun bruit ne sorte des WC. Je tire la chasse d'eau une première fois. Je m'applique à tout nettoyer, surtout ne laisser aucune trace de mon désarroi. Je nettoie le battant, puis la cuvette des toilettes, prenant des lingettes pour désinfecter. Un peu de désodorisant, et le tour est joué. Ce rituel me permet d'atténuer mes maux. Maintenant, il faut sortir de ce lieu. Je sais que j'ai les yeux rouges et les joues en feu. Je baisse la tête, vais me laver les mains et discrètement, me passe de l'eau sur les lèvres. J'ai l'impression que mon état saute aux yeux de tous, mais aucune remarque ne surgit lorsque je me remets à table. Je reprends le cours de mon repas, l'esprit et l'estomac plus légers. Voilà.
Je vais pouvoir manger sereinement mon fromage et surtout déguster le dessert. Arrivée à la maison, je suis dépitée, découragée, l'âme dans les chaussettes. Les premiers sanglots viennent mouiller mes joues. Je cours vers ma chambre, me jette sur mon lit et pleure toutes les larmes de mon cœur. Je ne suis plus qu'un zombie incapable d'exécuter autre chose que de rester là, sur ma couche, à contempler le plafond où quelques taches noires viennent me rappeler que je n'ai pas fait le ménage depuis des lustres. La boulimie forcée est devenue mon quotidien depuis plusieurs mois, depuis que quelque chose s'est cassé dans mon intimité. Je n'en connais pas encore complètement l'origine, même si quelques soupçons me viennent à l'esprit, notamment à la suite de cauchemars récurrents. Le ressort qui me permettait de vivre jusqu'à aujourd'hui, d'assumer mon rôle d'épouse attendrie et de mère attentive, s'est brisé d'un seul coup. Un soir, en rentrant du travail, je suis restée prostrée sur la chaise de la cuisine, la tête dans le sac, ne pensant à rien. Mes enfants m'ont trouvée là, puis mon mari. Ils m'ont suggéré d'aller me reposer, que je devais être très fatiguée, que tout ceci allait passer. Tout ceci n'est pas passé, tout s'est aggravé, le manque d'appétit, d'élan vers mes filles et mes amis. Je n'ai plus envie de faire l'amour. L'acte me dégoûte, même quand je me force à donner le change à mon mari. J'en suis arrivée à vomir en cachette tout de suite après la jouissance de mon homme. J'arrive encore à faire bonne figure au travail, à oublier mes angoisses, mais pour combien de temps ? J'ai rendez-vous aujourd'hui au centre médical psychologique. Ma nutritionniste m'a beaucoup aidée pour obtenir cet examen chez un spécialiste. Mon cas doit être grave. Elle a compris depuis longtemps que ma gloutonnerie n'était pas seulement passagère, que les racines du mal étaient enfouies au plus profond de mon passé. Comme toutes les boulimiques d'ailleurs. Surtout à 32 ans. J'attends beaucoup de cette rencontre, même si au fond de moi, j'ai peur de tout ce qu'elle va faire remonter. Je l'appréhende d'autant plus que quelques années auparavant, j'avais rencontré un professionnel au sein d'un centre spécialisé pour ces maux. Il n'avait pas pris en compte mon mal-être. Je contrôlais déjà cette maladie, afin de ne pas déraper dangereusement et pour mieux maîtriser ma vie. Ma mère était là, bienveillante. Le médecin n'avait pas posé beaucoup de questions. Maman avait répondu avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, comme si elle avait souhaité cacher quelque chose. Jamais elle n'avait alerté le médecin sur mon enfance et ou mon adolescence. Elle avait su encore une fois mettre en avant ses qualités maternelles, pour noyer le poisson. Et comme d'habitude, ce spécialiste était tombé dans le panneau. Elle était là pour contrôler mes propos, pour que je ne lâche l'inentendable. Encore un, qui m'avait lâchement abandonné. Il avait sûrement cru que c'était un mal-être d'ado, et que cela passerait avec un bon entourage et un peu de temps. Toutefois, avais-je cet entourage ? Mais ma survie est à ce prix. De toute façon, c'est ça ou le suicide. Je me surprends à marcher plus vite, moi qui jusque-là me traînais lamentablement. Je n'ai rien avalé depuis mon dernier vomissement, mais ne ressens aucun désir de manger. La plaque dorée du praticien m'accueille comme le phare de mes nuits sans sommeil. J'appuie sur la sonnette, la porte s'ouvre dans un glissement feutré, j'entre dans la salle d'attente et m'assois. Je prends soudain conscience que mon destin est là, derrière cette porte. Chapitre 2. C'est l'hiver, les feuilles sont tombées. Le ciel est noir, anthracite. Aucun oiseau n'ose s'y aventurer. La météo annonce des pluies importantes sur la Normandie. Le temps est à l'image de mon esprit, le reflet de mon cœur. C'est jeudi, je rencontre mon 3e thérapeute en 12 ans. Je suis inquiète, presque désabusée. Ce matin, je n'ai rien pu avaler. Mon estomac s'est noué. Mon cœur s'est emballé et m'a oppressée. De plus en plus fatiguée, j'ai eu du mal à me lever, plutôt mourir que d'aller à ce fichu rendez-vous. Le réveil a sonné une seconde, puis une 3e fois. J'ai mis les pieds par terre et suis restée là, immobile, prostrée. Nico m'a poussée à me lever. Je me suis enfin préparée. Assise au bout de la table, j'ai tourné inlassablement la cuillère dans ma tasse, fascinée par les ronds qu'elle y dessinait. J'ai pensé à ce cauchemar qui me hante depuis des mois, même des années. Je n'ai pas compris pourquoi je me sentais aussi mal. L'heure du départ. Je prends la voiture pour me rendre à mon rendez-vous. Arrivée dans la salle d'attente, seule dans mes pensées, je pleure en silence. Lorsque la porte s'ouvre, une larme coule. Madame Gelot me demande les raisons de ma venue.
Sans dire un mot, je lui remets la lettre de ma nutritionniste. Je crois que je n'ai pas envie de parler. Plutôt envie d'en finir, de ne plus ennuyer personne. Je lui dis que je me sens mal sans savoir pourquoi. Elle me demande alors de me présenter, 32 ans, une maison, un mari amoureux, 2 merveilleuses filles et un travail de professeur que j'adore. Mais je ne suis pas heureuse, alors que j'ai tout pour l'être. Me libérant lentement, je lui parle des sentiments de mort qui m'envahissent, de mes cauchemars. En particulier de celui qui est devenu de plus en plus récurrent. Un grave accident me cloue à l'hôpital pendant des mois, et je m'y complais dans une béatitude reposée. Lors de mon réveil en sursaut, je suis déçue de me retrouver dans mon lit. Un soir, en rentrant du lycée, j'ai fermé les yeux sur la route. J'ai souhaité retrouver le bien-être de mes rêves. Heureusement, aucune voiture n'est venue en face de moi. La maladie et la mort envahissent continuellement mes nuits. Je suis de plus en plus détestable avec tout le monde. La fatigue me poursuit. Ces sentiments habitent de plus en plus mes journées, mais je n'arrive pas à en parler. Je me renferme de plus en plus triste. Je veux qu'on s'occupe de moi sans ne rien pouvoir dire. D'abord inconsciemment, mais de plus en plus consciemment, je veux qu'on me laisse mourir. Ma souffrance est telle que je ne vois pas d'autre issue. Même mes filles ne suffisent à plus à me donner envie de me battre. J'ai la conviction que ce sentiment ne m'a jamais quittée depuis que je suis toute petite. Attentive, Madame Gélo me laisse raconter mon histoire sans m'interrompre. Les bribes de ma vie m'entraînent, et soudain je me surprends à évoquer la discussion avec ma cousine. Elle me demande alors de lui détailler ce moment. J'hésite. Je ne sais pas par où commencer. Elle me rassure de sa voix chaleureuse. Juste raconter ce moment comme il me vient. J'hésite, prétends que c'est flou. Elle continue à me rassurer, en me parlant comme à une enfant. Cette thérapeute me semble différente des précédentes. Je me sens beaucoup plus en confiance. De plus en plus détendue, je libère mes souvenirs en un flot ininterrompu. J'ai 10 ans et demi. Ce sont les fêtes de fin d'année. Nous célébrons Noël en famille, chez mes grands-parents paternels. Ils étaient d'origine alsacienne. Mon grand-père, directeur de laiterie, était un notable de la région. En exercice, il avait de nombreux employés sous ses ordres. Il vivait dans une très grande maison avec un immense parc et un terrain de tennis privatif. Je me souviens que mon père ouvrait fièrement le grand portail lorsque nous entrions dans la propriété. Des parterres d'herbe étaient entourés de buissons de buis, taillés à 4 épingles. Une grande allée nous emmenait jusqu'au garage. La maison comportait des dizaines de pièces, plusieurs chambres et salles de bain, une salle de jeu, 2 grands salons et une grande salle à manger. Un couple du village entretenait la maison. Madeleine préparait aussi de bons petits plats alsaciens, et son mari s'occupait du jardin. Mes grands-parents nous emmenaient tous les ans en vacances au ski, à Barcelonnette, mais je n'ai pas vraiment de souvenir précis de quelconque conversation. Ils avaient un chien, Tibi. Un labrador noir qui léchait les fonds de yaourt. Ces moments en famille étaient sympathiques, détendus, des moments heureux avec nos cousins qui peuplent encore ma mémoire. Toute la famille est là, oncles, tantes, cousins et cousines. Nous sortons de table. Exceptionnellement, j'ai pu manger avec les grands. J'en suis très fière. Mes grands-parents ont comme d'habitude mis les petits plats dans les grands. Nous avons aidé Madeleine à préparer l'apéritif en dressant des plateaux de toast d'œufs de lin rouge et noir, et du foie gras maison. En entrée, le classique plateau d'huîtres. Puis ensuite, une dinde élevée dans le parc avec des pommes dauphines, des fagots de haricots et de la purée de marrons. Le repas pouvait durer des heures. Nous avons le droit de sortir de table, si nous le demandons poliment. À la fin du repas, ma cousine, Odélia, me propose de venir dans sa chambre pour discuter. Nous sortons de table et montons dans la pièce à l'autre bout de la maison, loin des oreilles indiscrètes. Je suis très fière qu'enfin nous puissions passer quelque temps ensemble. Cette grande cousine, âgée de 16 ans, 17 ans à l'époque, m'impressionnait. Nous étions si différentes. Elle n'était pas très grande, des cheveux longs, l'air d'une artiste, très discrète et si réservée. C'est vraiment la première fois que nous passons du temps ensemble, comme si quelque chose nous attirait l'une vers l'autre. On commence par parler du collège. Je viens d'y entrer, le changement n'est pas très évident, j'ai toujours des difficultés en français et les maths ne sont pas ma tasse de thé mais je m'accroche. Elle m'encourage.
Elle non plus n'est pas très à l'aise avec les mathématiques. Elle doit réviser son violon, car elle a promis à mamie de jouer un petit morceau cet après-midi. Je l'écoute en l'admirant. Son exercice terminé, on reparle de choses et d'autres et petit à petit je commence à lui poser des questions sur les garçons. Des questions qui semblent l'embarrasser, mais elle m'écoute attentivement. Puis soudain je lui raconte le malaise que j'éprouve en présence de mon père. Lorsque je viens sur ses genoux, il me fait des câlins et des gratte-gratte dans le dos au point que j'en suis gênée. Je suis contente d'être avec lui, tout en étant très embarrassée par ce qui se passe. Étonnée, elle remonte un de ses sourcils. Comment ça? Oui, quand je suis sur ses genoux, ses mains glissent en bas de mon dos et touchent ma culotte. Il tente de descendre plus bas, j'arrive discrètement à l'en empêcher, mais il ne cesse d'essayer. Lorsque ses mains se trouvent sur le haut de mon dos, elles glissent doucement vers ma poitrine. J'en suis gênée. Je fais un barrage avec mes bras, mais il persiste. Des frissons m'envahissent. Je ne sais pas si je dois me détendre ou me tendre. Je lui dis qu'à chaque fois, je remets ses mains gênantes à leur place, mais il continue. Elle me regarde, effrayée. Elle continue de m'écouter. Je n'arrive pas à m'arrêter. On ne se voit que rarement, nous avons une grande différence d'âge, mais j'ai toujours eu confiance en elle. Je lui raconte que tous les week-ends, mes parents nous demandent d'aller faire la sieste, et que mon père vient me faire des câlins. Ses yeux s'écarquillent. Elle semble abasourdie. Il entre doucement dans la pièce, en essayant de faire le moins de bruit possible. Comme je suis couchée dans mon grand lit, il se place à côté de moi. Je fais semblant de dormir, mais il commence à me chatouiller le dos. Doucement il descend, et de plus en plus bas. Je tente de me remonter pour l'arrêter, mais ça ne fonctionne pas vraiment. Lorsqu'il glisse sa main sur le côté de mon dos, bien que je sois sur le ventre, il arrive à me toucher les seins avant de mettre ses mains sur mes fesses. Puis se dirige vers mon pubis. Il descend de plus en plus. J'essaie de m'enfoncer le plus possible dans mon lit pour qu'il ne puisse pas l'atteindre, en vain. Il me caresse. Je ne peux rien dire. Ma cousine est outrée, choquée par ce que je viens de lui dire. Elle me demande immédiatement d'en parler à ma mère qui est, selon elle, là pour me protéger. Elle devrait faire en sorte que tout cela s'arrête. Je comprends alors que ce que je vis avec mon père n'est peut-être pas normal. J'ai soudain peur. Je décide alors d'aller voir ma mère. Ma cousine me pousse à y aller tout de suite. Nous sortons de la chambre. Elle tente de me rassurer en m'accompagnant jusqu'en bas des escaliers. Je traverse le grand salon puis le bureau de haut-papa, mon grand-père. Je croise le regard de papa qui discute avec son propre père, dans le bureau. Instinctivement, je baisse les yeux tout en accélérant le pas. J'arrive dans la salle à manger. Ma grand-mère m'interpelle. Elle est assise dans un fauteuil, et prend son café avec une de mes tantes. Elle veut encore me parler en allemand. J'ai horreur de cette langue. Ma professeure est une femme austère qui ne sourit jamais. Mes parents m'ont obligée à apprendre cette langue en premier car ils sont alsaciens. Je n'en ai pas envie, mais j'essaie de lui faire plaisir. Je m'assois à côté d'elle, mais je suis ailleurs. Ma tête stagne dans une brume qui s'épaissit de minute en minute. Je balbutie quelques mots. Ma tante passe la tête dans l'embrasure de la salle à manger. J'en profite pour lui demander où se trouve ma mère. Elle me répond. Dans la cuisine. Tu n'as pas l'air d'être bien, tu es toute pâle. Non, non. Tout va bien, j'ai juste besoin de voir maman. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.